il faudrait, je pense, avancer et peut-être proposer à François de faire, François Quenet de Montpellier, de faire son topo sur CHIP et cancer colorectal. Merci beaucoup Jean-Marc, on a un tout petit souci technique à régler et on va pouvoir commencer avec les slides. Voilà, ça y est. Donc du coup, j'utilise ce clavier-là. C'est vous qui changez? Ah, pardon. Voilà, merci beaucoup Jean-Marc, merci à l'Académie de son invitation. Je suis très heureux d'être parmi vous et de revoir Philippe Lasserre en particulier, que je salue avec affection. Donc je vais vous parler de la carcinose péritonéale d'origine colorectale. Alors vous avez vu en premier lieu le cancer de l'ovaire, qui a obtenu des résultats assez impressionnants. Nous, c'est pas tout à fait la même chose, mais vous allez voir qu'on a quand même beaucoup de choses intéressantes à dire et à montrer pour les patients. Donc, juste un petit survol historique pour vous situer. La CHIP, alors j'en profite pour vous dire on n'arrête pas depuis tout à l'heure de parler de la CHIP. La CHIP n'a de sens que si la cytoréduction préalable, comme vient de vous la décrire Marc à l'instant avec cette durée opératoire, a été réalisée avant. La CHIP ne se conçoit que sur une résection macroscopiquement complète. Il n'est pas question de faire la CHIP toute seule. Donc on n'a jamais parlé et on ne parlera pas cet après-midi de chimiothérapie intrapéritonéale comme ça. C'est un adjuvant à la chirurgie, très important. Donc ça commence dans les années 80 aux États-Unis sur un chien en l'occurrence avec ce chirurgien Spratt là que vous voyez en photo et qu'on n'a jamais plus revu ensuite, peu importe. Voilà de quoi on part. On part avec cette étude de l'équipe de Lyon qui nous donne le pronostic de ces carcinoses péritonéales. Et comme je parle du colorectal, voici l'exemple en l'occurrence de cette maladie. Vous voyez que les médianes de survie ici sont très faibles, elles sont inférieures à 6 mois et en l'occurrence, vous voyez les chiffres, 4 quand elle est synchrone, 4 mois et quand elle est métachrone, eh bien 5,3 mois de médiane de survie, ce qui est catastrophique bien entendu. Donc on part de là et c'est ça qui est intéressant à voir, c'est que dans cette chirurgie, notre génération, Diane et nos prédécesseurs, Dominique, Philippe, on a vécu quelque chose d'assez merveilleux, c'est qu'on est arrivé à beaucoup améliorer le pronostic des patients, vous allez voir. Donc les précurseurs, vous les connaissez sans doute, je vous les montre de façon comme ça un peu historique. Donc vous connaissez Paul Sugar-Baker qui est un petit peu l'inventeur de la technique et qui publie à la fin des années 80 les premiers papiers. Et vous voyez celui-là, ce premier papier qui date de 89 par conséquent et qui est le premier à parler de tumeurs gastro-intestinales, donc digestives en général. Le second, c'est François Gilly. François Gilly, que vous connaissez bien, qui était le doyen de la faculté de Lyon il y a encore assez peu de temps et qui a beaucoup travaillé là aussi sur l'hyperthermie au départ, qui s'est ensuite développé dans ces concepts de chirurgie de la carcinose, de cytoréduction, comme on dit. Vous l'a dit Marc dans son introduction à son topo, et la chirurgie R0 n'existe pas, bien entendu. C'est une cytoréduction, c'est une réduction tumorale macroscopiquement complète et ensuite on y adjoint la chimiothérapie intrapéritonéale. Enfin, le dernier que vous connaissez bien évidemment, qui est Dominique Elias, qui était dans l'équipe de Philippe Lasserre et qui a beaucoup travaillé pour standardiser, améliorer, donner des résultats dans cette chirurgie qui nous ont permis de beaucoup avancer. Donc la génération que vous voyez devant vous, dont je suis le plus âgé d'ailleurs, Diane, Marc, Jean-Marc, nous on est presque derrière, on est déjà le deuxième rang générationnel qui a bénéficié du travail de ces gens-là. Donc, on est à l'AFC en 2010 et voilà ce qu'on voit. On voit, vous voyez, la courbe en vert, c'est le pronostic, le résultat qu'on obtenait à l'époque avec la cytoréduction plus la CHIP dans le cancer colorectal. Et vous voyez que c'est déjà encourageant parce que, vous voyez, les histologies qui sont également rapportées en bleu clair avec un pronostic beaucoup plus mauvais, l'estomac, et puis les maladies rares du péritoine, vous voyez, qu'on se situe dans une moyenne qui est quand même très encourageante. Et on se dit quand même que on va arriver à faire mieux que ces 6 mois de médiane de survie du début des années 90.
Alors, je vous fais grâce des études, mais regardez simplement ces quelques résultats-là, qui sont les séries les plus importantes de la littérature, avant les essais thérapeutiques, sur la foi de ces travaux un petit peu pionniers, eh bien, on arrive à des médianes de survie qui commencent à être très intéressantes, puisqu'on va de 30 à 40 mois de médiane de survie, alors qu'on partait de 4. Et puis, vous avez vu les 3 mousquetaires précédents, mais il y en a toujours un 4e dans les 3 mousquetaires. Et en l'occurrence, ici, c'est Franz Zoetmulder, le néerlandais, qui a publié la première phase 3 dans les années, à l'aube des années 2000, donc 2003-2005. Une phase 3 qui montrait clairement que quand on faisait une cytoréduction avec une chimio-hyperthermie intrapéritonéale, en l'occurrence avec de la mitomycine C, eh bien, c'était meilleur que le best supportive care et que la chimiothérapie systémique de l'époque, qui certes aujourd'hui est totalement obsolète, mais au moment de l'étude, il y avait clairement une supériorité, vous voyez. Résection chirurgicale plus CHIP, 22 mois de médiane de survie, bras standard, c'est-à-dire chimio systémique plus ou moins ce qu'on peut, 12 mois, donc pratiquement la moitié. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est? Si les malades ne sont pas opérés, si on leur donne les chimios les plus modernes qu'on ait aujourd'hui, je vous rappelle que dans le domaine du colorectal, l'immunothérapie a relativement peu de place pour le moment parce que ça correspond à assez peu de malades. Seuls 4% des malades métastatiques colorectales peuvent bénéficier d'une immunothérapie. Donc on reste sur des chimiothérapies standards plus des thérapies ciblées. Et quand on donne ce type de traitement, aujourd'hui, on a 16 mois de médiane de survie. Donc vous voyez, même si on ne peut pas évidemment comparer ces 16 mois avec les résultats chirurgicaux, parce qu'on ne sont pas tout à fait les mêmes malades, ils ne sont pas dans la même étude, il y a quand même une différence assez nette. Et on voit bien que le bénéfice est à opérer les malades, bien entendu. Donc le plus important, c'est d'obtenir cette fameuse cytoréduction complète, au prix souvent d'une chirurgie longue, on l'a dit tout à l'heure, mais parfois morbide, et souvent une chirurgie qui est quand même assez lourde. Alors même si on a énormément progressé et qu'aujourd'hui les chiffres sont parfaitement acceptables, ça reste quand même des interventions importantes. Et on a toujours à résoudre cet oxymore qui est de dire, voilà, on a 2 objectifs et ces 2 objectifs sont contradictoires. Le premier, évidemment, c'est d'avoir une résection complète macroscopique. Et vous voyez que sur ces courbes-là, quelle que soit la maladie péritonéale qu'on prenne, quand vous êtes opéré complètement, c'est toujours, évidemment, là que vous avez le meilleur pronostic, que vous preniez le pseudomyxome, le cancer de l'ovaire, ce que vous voulez, c'est pareil. Et évidemment, le deuxième objectif, c'est la préservation viscérale, parce qu'il n'est pas question de faire des interventions délirantes ou inhumaines. Donc, on a acquis des techniques dont je vous fais grâce aujourd'hui, mais je n'ai pas le temps de vous les détailler, mais qui permettent justement d'avoir des résections péritonéales qui épargnent les viscères autant que faire se peut. Donc, vous voyez, par exemple, sur ces 3 exemples, à gauche, une exérèse complète d'un mésocolon. Évidemment, ça peut pas se faire chez un patient s'il est un peu obèse ou trop gros, parce qu'on voit pas grand-chose et on risque de faire des bêtises. Vous voyez après au milieu l'exemple d'une fulguration de nodules de carcinose sur le mésentère qui préserveront l'intestin. Et vous voyez sur la photo de droite, et là aussi, une artère hépatique gauche qui a été préservée, bien que le petit épiplon et toutes les structures péritonéales gastro qui relient du petit épiplon soient enlevées. Et puis, Diane publie à ce moment-là un papier qui résume cette situation à l'époque, qui est un super papier, qui dit, voilà, qu'est-ce qui se passe pour nos malades, est-ce qu'on en guérit? Et si oui, combien? La réponse est simple. Quand on a une carcinose péritonéale, qu'on leur fait à l'époque une chirurgie de cytoréduction plus une CHIP, on en guérit 16%. Et c'est assez intéressant de voir, regardez sur pardon, j'ai été trop loin, sur la partie droite de la diapo, ce sont exactement les mêmes chiffres dans les métastases hépatiques diffuses des cancers colorectaux. Donc, quand vous avez un cancer colorectal métastatique, aujourd'hui, et à l'époque déjà, quand vous avez une cytoréduction plus CHIP ou quand vous avez une chirurgie des métastases hépatiques, même si elles sont diffuses au départ, même si elles étaient inopérables au départ, eh bien, vous avez les mêmes résultats, les mêmes courbes de survie et le même nombre de patients guéris à 5 ans. Guéris, ça veut dire en vie sans récidive à 5 ans. Peut-être qu'il y aura des récidives plus tardives, mais voilà, c'était pour avoir un seuil.
Donc, et puis après ça, troisième vague de les essais thérapeutiques. Donc j'ai eu la chance de conduire celui-là. La question c'était simple, c'était de se dire très bien, on fait deux choses en même temps, la chip et la chirurgie. Donc quel est celui des deux qui est responsable du résultat? Est-ce qu'il y en a un ou qui est inutile? Et donc on a randomisé, tiré au sort la chip en ayant opéré les malades. Et qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça donne que la chip, dans le cancer colorectal et dans les conditions de l'étude, que je vous détaille pas parce qu'on n'a pas trop le temps, eh bien, la chip, semble-t-il, n'améliore pas le pronostic. Et c'est la chirurgie. Regardez, on a 41 mois de médiane de survie dans les patients qui n'ont pas reçu de chip et qui ont été opérés complètement. Donc ça veut dire que la chirurgie de cytoréduction, dans ce cas-là, et avec ce protocole de chip-là, bien entendu, dans ce cas particulier, eh bien n'apporte pas grand-chose, alors même que, et de façon assez inattendue, on se retrouve avec une chirurgie qui, elle, est très efficace. Donc je vous passe cette diapo qui a moins d'intérêt, c'est un sous-groupe où il y avait... Et vous voyez quand même, c'est assez décevant les résultats de cette étude. Ça, c'est pas décevant parce que la chirurgie est efficace et que pour les patients, c'est un grand bénéfice. Mais en revanche, pour le rôle de la chip, c'est un peu décevant. Regardez les récidives. Vous voyez que si on regarde les récidives avec carcinose, là, je suis désolé pour l'anglais, j'ai gardé le tableau en anglais, je m'en excuse. Vous voyez qu'ici, on a dans la ligne avec carcinose en vert exactement les mêmes chiffres d'un côté comme de l'autre. 68,9, 71 de l'autre côté. Et si on regarde pour les patients qui n'ont récidivé que sous la forme d'une carcinose, c'est pareil, 30% de chaque côté. Exactement la même chose, comme si la chip n'avait servi à rien. Donc, est-ce qu'on peut généraliser les résultats de cette étude? Est-ce que c'est la chip qui est inefficace dans ce cas-là? Est-ce que c'est l'oxaliplatine qu'on a utilisé qui est inefficace? Est-ce que c'est notre protocole parce qu'il est sur une courte durée qui ne marche pas bien? On n'en sait rien. Donc, pour l'instant, ce sont des questions qui sont non résolues. Alors, on nous a fait beaucoup de reproches sur cette étude et en particulier celle de dire, ben voilà, vous êtes gentil, mais vous avez espéré 18 mois de médiane de survie d'un bras par rapport à l'autre, c'est beaucoup trop. Oui, d'accord, mais regardez, si on avait pris quelque chose de moins important, on passe d'un, je vous fais grâce des statistiques un peu complexes, mais si on avait pris un hasard ratio plus important, on se retrouvait avec 1600 événements, plus de 2000 malades, l'étude était évidemment pas faisable. Nous, on en a mis 264, donc il n'était pas question d'en mettre 2000, on n'y serait jamais parvenu. Et puis, on a également beaucoup mis d'oxaliplatine chez ces patients avant, et on sait que ça peut donner des résistances. Donc peut-être aussi à l'oxaliplatine qui était faite dans la chip. Pourtant, on avait bien mesuré ça avec Dominique Elias, 25 fois la concentration, 18 fois celle des tissus non baignés. Donc, a priori, on partait sur quelque chose qui était gagnant. Et nous, à Montpellier, on a regardé avec des spectros de masse si l'oxaliplatine atteignait bien les tissus. Et oui, elle atteint bien les tissus. Donc, c'est pas du tout ça le problème. Donc la chip, est-ce qu'elle a toujours un rationnel fort? Oui, probablement, mais avec ce protocole-là, pas vraiment. Et en l'occurrence, l'idée de pouvoir monter beaucoup les concentrations en intrapéritonéal en évitant la toxicité parce qu'il y a peu de passage systémique demeure, évidemment. Donc voilà, ça je vois qu'il me reste pas beaucoup de temps, donc je vais zapper quelques diapos parce que sinon on ne finira jamais. Et puis alors après, on arrive vers un autre domaine qui nous avait beaucoup intéressé à l'époque et qui continue d'ailleurs, qui est la prophylaxie. On a individualisé des patients qui ont des risques d'avoir une carcinose péritonéale, alors même qu'ils n'en ont pas encore au moment de la découverte de la tumeur primitive. Et on s'est demandé si de leur faire cette chimiothérapie, à ce moment-là, pourrait leur apporter un bénéfice. Et Diane a mené cet essai qu'elle a publié dans Lancet Oncology. Donc sur ces trois groupes de patients-là que vous voyez ici, que sont les tumeurs perforées, les métastases ovariennes, ainsi que les petites carcinoses découvertes en même temps que le primitif. Et le résultat, malheureusement, est négatif. La chimio-hyperthermie, dans les conditions de l'essai que je ne détaille pas, on n'a pas le temps, n'apporte pas de bénéfice. Il y a une autre étude, une étude hollandaise qui a testé la même chose, pas tout à fait sur les mêmes malades, vous voyez, uniquement sur les T4 et les tumeurs perforées, et qui retrouve également des résultats négatifs. Pourtant avec le même protocole. Donc alors, du coup, il faut peut-être changer quelque chose, et en l'occurrence, la drogue de chimiothérapie. Et
La première idée qui vient, c'est de reprendre la drogue historique. Alors, est-ce que la mitomycine C est meilleure que l'oxaliplatine? C'est difficile à dire. Vous voyez, la littérature ici nous montre que pas vraiment. Donc, pour l'instant, on est un peu dans une phase intermédiaire, qui est celle de plus trop savoir ce qu'on doit faire. Alors, est-ce que c'est la durée? Parce que nous, la durée était de 30 minutes. Donc, on nous a fait le reproche en nous disant, vous êtes gentil, mais 30 minutes, c'est pas assez. Et vous voyez, par exemple, il y a ici, à l'université de Wake Forest, à Winston-Salem, aux États-Unis, un autre protocole qui utilise une dose beaucoup moins forte, mais par contre, pendant 2 heures au lieu de 30 minutes. Le problème, c'est que quand on regarde leurs résultats, ils sont très mauvais. Ils sont presque moins bons que les nôtres, vous voyez, les nôtres sans chip, donc on ne sait plus trop quoi penser avec ça. Alors d'autres drogues, c'est difficile, vous avez vu les résultats de l'over qui sont très convaincants, donc est-ce que vous ne pourrez pas utiliser du cisplatine? Essayez de poser la question à un groupe d'oncologues digestifs, vous allez voir, autour d'une bière ça va, mais sinon je pense que ça va poser des problèmes parce qu'ils y croiront jamais. Donc, et en l'occurrence, les combinaisons comme cisplatine plus mitomycine C non plus. Est-ce qu'on doit intensifier? Vous voyez, on a, avec Dominique Elias, en 2011, on avait publié, et Diane aussi d'ailleurs, on avait publié une étude sur l'intensification avec oxali plus irinotecan, et ça n'avait pas montré de résultats très probants non plus. Donc récemment, on a fait un Delphi, vous savez, ces sortes de sondages qui sont appuyés sur une méthodologie. Je ne sais pas ce que vous en pensez, moi, pas grand-chose, ou alors je ne vais pas le dire ici. Et en tout cas, qu'est-ce que ça a montré ce Delphi? Je sais qu'il y a Olivier qui m'écoute, ça va l'agacer. Ouais. Donc 80% des experts qui ont répondu, vous voyez, il y en avait beaucoup, ont répondu qu'ils voulaient utiliser de la mitomycine C, et qui voulaient tous faire de nouveaux essais. Ça, c'est vraiment indispensable parce que, pardon, j'accélère, sinon je vais être trop long. Parce que aujourd'hui, vous avez bien compris, on est complètement orphelin avec cette étude Prodige 7 qui nous a mis complètement par terre la chip, qui a montré que la chirurgie avait une place très importante, mais que la chip, par contre, était un peu plus discutable, en tout cas dans cette formule-là. Et donc, vous voyez, on a l'intention de proposer des nouveaux essais très rapidement pour rebondir avec la mitomycine C, et on va avoir une collaboration avec les chirurgiens espagnols là-dessus, un essai binational. Et puis, en prophylaxie, essayer de changer un peu notre fusil d'épaule en termes de sélection des patients, puisque vous avez vu que dans les 2 essais tout à l'heure, il y avait les tumeurs perforées, et que on sait aujourd'hui qu'elles ont un risque beaucoup moins important de carcinose péritonéale que les autres, et donc on va plutôt se baser sur les tumeurs T4, plutôt que les tumeurs perforées, en espérant pouvoir refaire un train d'essais thérapeutiques en prophylaxie avec ces nouvelles données. Et puis donc, je pense qu'il faut aussi qu'on accède aux nouvelles technologies. Vous connaissez les organoïdes. Les organoïdes, c'est une technologie qui permet de faire une sorte de chimiogramme avec les propres cellules du patient, de tester sur cette tumeur in vitro des molécules de chimiothérapie et du coup d'avoir, à la manière d'un antibiogramme pour une infection, les réponses sur les drogues efficaces ou non dans ce malade-là en particulier. Et ça, c'est très très important. Et l'accès au péritoine peut permettre très facilement d'accéder à ce type de technologie. Donc, pour conclure, qu'est-ce qu'on peut dire? Que la chirurgie est évidemment la clé du traitement, vous l'avez bien vu, que l'échec de notre protocole dans l'étude Prodige avec l'oxaliplatine ne signifie pas évidemment la fin de la chip et l'échec de tous les protocoles, on ne peut pas généraliser à ce point-là, on sait très bien qu'elle marche dans les autres maladies, vous allez le voir tout à l'heure, vous l'avez vu avec l'over et vous le verrez pour les autres histologies avec les orateurs suivants. Que le protocole, donc le nôtre de l'étude avec celui que Dominique Elias avait mis au point avec 460 mg d'oxali doit être abandonné et que d'ici là, on peut peut-être continuer avec un peu de mitomycine C. Donc, on est vraiment en attente de nouveaux essais thérapeutiques parce que, comme vous le voyez, on connaît toujours pas la bonne drogue. On connaît un peu peut-être la dose juste à considérer qu'on l'ait déjà utilisée. On connaît pas la durée idéale et on connaît pas la meilleure combinaison. Donc, ça fait beaucoup quand même.
Et du coup, le papier le plus important pour conclure ça, c'est sans doute celui-là en fait. C'est-à-dire le premier papier Princeps, il a été publié en 95. Je ne sais pas si c'est marqué sur la diapo. En 95 par Paul Sugarbaker, et c'est dans ce papier qu'il décrit toutes les procédures techniques chirurgicales qui vont servir à tous les malades qui ont été opérés dans toutes les histologies que vous avez vues et que vous allez voir. Donc, à moins qu'on décide, comme François Gilly, de se mettre au théâtre et d'arrêter un peu tout ça, et puisque vous connaissez sûrement François qui a une grande passion pour le théâtre et pour la chimio-hyperthermie aussi, mais j'ai pas résisté à vous mettre sa photo en acteur sur la scène. Voilà, je vous remercie beaucoup. Alors, une question, parce qu'on va essayer de respecter le timing. Oui, François. Marc Pocard a parlé de l'hyperpression en termes de technique éventuellement pour améliorer. Ça n'a pas du tout été fait pour le colorectal? Pas plus dans le colorectal, non. L'hyperpression, elle est aujourd'hui présente dans une technique dont il vous a parlé, qui est la PIPAC, puisque c'est une chimiothérapie qui est délivrée sous laparoscopie, donc avec la pression de la laparoscopie. Pour autant, c'est un concept différent parce qu'il n'y a pas de résection là. Donc, mais en tout cas, évidemment, l'hyperpression majeure la pénétration cellulaire, mais il n'y a pas de résultat à proprement parler dans le colorectal de cet apport de l'hyperpression. Je me permets une question concernant vous êtes là dans l'expectative, quelle est l'instance qui décide de choisir de se lancer dans un nouvel essai multicentrique, etc., complexe, etc. C'est une très bonne question parce qu'on a la chance avec la carcinose péritonéale d'avoir un réseau national qui marche très bien et qui est basé sur des collaborations qui fonctionnent avec peu d'antagonisme entre nous et au contraire une synergie entre les équipes qui a fait que les essais thérapeutiques antérieurs ont été bien remplis par toutes les équipes avec beaucoup d'attention, et du coup cette instance qui s'appelle RENAP ou BIG-RENAP selon qu'on s'adresse aux maladies rares ou aux cancers secondaires, en dernier recours avec son comité scientifique va plus ou moins promouvoir des PHRC, des nouvelles études, réfléchir ensemble, voilà. Et ça marche bien. Merci. Oui, je vais rebondir sur l'ARN messager parce que vous en avez entendu parler de ces expériences avec les microcapsules autocicatrisantes de Chang et Wei en Chine. Oui, j'en ai entendu parler, mais alors ça va s'arrêter là, ma connaissance. Ah bon? Je suis pas bien fort là-dedans, pardon. Parce que, d'accord, parce que on connaît 3 types d'immunité, l'immunité acquise, l'immunité innée, mais il y a des recherches énormes actuellement sur l'immunité muqueuse. Donc digestive. On a 400 mètres carrés de cellules muqueuses dans l'organisme, qu'elles soient nasales, digestives, pulmonaires, génitale chez la femme, génitale surtout, hein, et cette immunité muqueuse est énorme, elle est à la base de la recherche des nouveaux vaccins qu'on va prendre par la bouche, et c'est très évolué. Et normalement, au niveau digestif et des cancers, les Chang et Wei ont montré ces microcapsules autogrippantes et qui vont directement dans l'estomac, enfin pour les cellules, et puis aussi dans ces carcinoses péritonéales. Et il y a déjà des résultats importants. Il y en a beaucoup cités dans ce livre. D'accord. Parfait.